Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Paul Hébrard a le plaisir de vous retrouver ici avec tous ses invités pour refaire le salon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie de revoir un peu les temps forts de l'actualité, essayer de comprendre, de décrypter. Et par exemple, les prix planchers, une vraie fausse bonne idée. On aura l'occasion d'en parler avec Aurélie Trouvé. Alors Aurélie, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et c'est vrai que c'était l'idée que vous aviez trouvée, vous, La France Insoumise. Donc on aura l'occasion d'en reparler. Jean-Marie Serroni, agroéconomiste, bah, vous aussi vous trouvez que c'est une idée nulle? Bah, moi je pense que c'est pas une bonne idée, j'en suis pas complètement convaincu, en tout cas je pense que c'est pas réaliste. Bon, on fait pas le débat là de suite parce que d'abord on va accueillir Audrey Juillac. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes agricultrice, mais auparavant, vous n'étiez pas du tout agricultrice. Racontez-moi. Alors, auparavant, j'ai fait des études de physique à l'Université de Genève, au département de physique de la matière quantique. Voilà, donc on est tout à fait sur notre domaine. Donc vous étiez physicienne quantique, on va dire ça comme ça, et un jour, vous avez décidé de devenir maraîchère. Il faut être fou ou folle. Oui, de toute façon, pour être physicien, il faut être fou, et pour Déjà être agriculteur aussi. Donc je pense que là-dessus, il y a une continuité. Mais pourquoi vous avez changé de parcours? Parce que je suis d'une génération, je pense, où on cherche du sens dans ce qu'on fait. Et alors, la recherche, c'est très intéressant, c'est vraiment très, très stimulant. Il y a des enjeux politiques, par contre, qui sont majeurs hein, sur les projets de recherche. Je pense qu'il faut l'évoquer quand même. Politique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les projets de recherche sont financés et en fonction du projet, on le finance ou on ne le finance pas. Et donc, vous ne recherchez pas forcément ce que vous voulez rechercher, mais ce qui est financé. Et alors ça, moi, ça me gênait un petit peu. Et puis, faut s'imaginer ce que c'est la journée d'un chercheur, surtout quand on travaille avec des microscopes qui sont très, très précis. Il faut se mettre en sous-sol sur des matelas pneumatiques. Donc, on ne voit pas la lumière de la journée. On passe 40 heures par semaine dans le noir. Et moi qui suis issue de la campagne, ça me gênait un petit peu. Et puis j'avais besoin de voir concrètement le résultat de ce que je faisais. En physique, on peut chercher pendant 10 ans sans jamais rien trouver. C'est un petit peu frustrant. Et là, déjà, je vois le soleil tout le temps, enfin je suis tout le temps dehors. Et en plus, quand je plante une graine, 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, je récolte le légume qui va avec. Et donc là, le sens est lié. Quand je veux manger, je rentre chez moi à 22h en sortant du champ, j'attrape une tomate, un melon, un poivron, le repas il est fait. Et c'est ce sens-là qui me manquait en fait dans la physique, que je renie pas du tout, c'est très intéressant. Mais voilà, j'avais besoin d'un ancrage terrien beaucoup plus fort. Aujourd'hui, vous êtes installé dans quelle région? Alors, je suis installée en Lot-et-Garonne, je fais du maraîchage bio. D'accord. Et en même temps, vous êtes présidente d'une fédération? Et en même temps, je suis présidente effectivement de la FFPA, qui est la Fédération française des producteurs agrivoltaïques, qui regroupe des agriculteurs qui sont porteurs de projets agrivoltaïques. On en a déjà parlé sur le salon. J'ai compris que vous êtes heureuse dans votre métier. Est-ce que ce métier vous rémunère comme il faut? Non. Mais c'est pas grave. Ah non, on va être très clair. Non, je suis en installation. Ça fait 3 ans que je suis là. Le salaire, c'est encore compliqué. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salaire ou il y a un petit bout de salaire? Non, actuellement, il n'y a pas de salaire parce que c'est une phase d'investissement. Donc, le salaire, c'est voilà, les emplois que je peux avoir à côté. Par exemple, être assistante d'éducation dans un lycée. Donc, je travaille la journée à exploitation et le soir, je dors à l'internat. Donc, ça me permet d'avoir un complément de revenu. Ah, d'accord. Super. Belle histoire, non, Jean-Marie, Aurélie? Oui, non, mais c'est impressionné, travailler jour et nuit, c'est... Alors, même si travailler c'est dormir, mais... Alors à 22h, normalement, mon service s'arrête. Et quand les élèves sont suffisamment conciliants avec moi, je peux dormir. Aurélie? Ça me parle parce qu'il se trouve que moi, avant d'être députée, j'étais enseignante-chercheuse, vous voyez, comme quoi ça mène à différentes choses. C'était pas un hasard d'ailleurs. Vous allez voir, tout ce qui va se passer pendant l'émission, c'est pas un hasard. Oui, voilà, ça mène à agricultrice, députée de la France Insoumise. Voilà, la prochaine fois. D'ailleurs, on en parlera, mais la proposition de loi sur les prix planchers que j'ai déposée, qu'on a portée le 30 novembre, il se trouve que je l'ai portée avec un collègue député de la France Insoumise, Manuel Bompard, qui est aussi un chercheur en mathématiques, vous voyez. Donc il y a un fil rouge à tout ça. Ouais. Voilà, mais j'entends ce que vous dites. Bon, moi, je vous dis, mon métier me manque énormément. Mais c'est aussi ça qui est chouette dans nos métiers, c'est qu'on peut faire aussi différentes choses. Voilà. Bon, Aurélie, si vous êtes là, c'est pour nous parler de cette vraie fausse bonne idée d'Emmanuel Macron. Il est acculé, il a la pression. Les syndicats, vous aussi, quelque part derrière, vous lui mettez la pression. Il trouve une idée, les prix planchers. Sauf que cette idée des prix planchers, je vais y arriver, au mois de novembre, vous l'avez
déposé et tout le monde a voté. Enfin, tout le monde, non. Les non. macronistes ont voté contre. Marc Fesneau. Ah, Marc Fesneau a bataillé contre. Voilà. Donc, et puis, 3 mois après, 4 mois après, on trouve ça super. Bah, moi, alors, vous l'entendrez peut-être pas souvent de la part d'une députée insoumise. Moi, je dis bravo au président Macron d'avoir reconnu quelque part qu'il s'est planté depuis un certain nombre d'années et qu'effectivement, il faut des dispositifs aujourd'hui pour assurer, garantir des prix rémunérateurs. Nous, on est heureux qu'ils reprennent une proposition de loi que les députés de la majorité présidentielle ont combattue il y a 3 mois. Bon, bah, l'erreur est humaine, donc très bien qu'ils aient changé d'avis depuis, en tout cas le président Macron. Nous, on se tient à sa disposition parce que notre proposition de loi... alors, d'ailleurs, je dois dire que dans cette proposition de loi, l'article 1 sur les prix planchers était passé à la majorité des députés, simplement parce que les macronistes, les députés de la majorité présidentielle, en fait, c'est une minorité relative. Et donc, on avait été majoritaire ce jour-là, au moins sur les prix planchers. C'est la loi en entier qui a été retoquée. Juste, je veux le dire quand même, parce que le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a du mal à digérer apparemment cela. Il nous parle d'un modèle soviétique, donc je lui réponds que, en fait, si c'est un modèle soviétique, ça veut dire que les États-Unis et le Canada sont soviétiques. D'accord. Parce qu'il se trouve qu'aux États-Unis, on fait exactement ce qu'on propose dans la proposition de loi. Non mais Aurélie, les députés sont faciles à convaincre, le président est facile à convaincre. Par contre, Jean-Marie Seroni, il n'y croit pas du tout à votre prix plancher. Pourquoi, Jean-Marie? Avec Aurélie, on se connaît bien depuis longtemps puisqu'on travaille ensemble. Nous sommes, comment on dit, confrères et consoeurs, c'est pas des mots que j'aime beaucoup, mais on est à l'académie ensemble, là, dans la même section. Ça affaiblit le débat pour rien. Dans la même section, mais non, donc on a un peu l'habitude là-dessus. Alors, moi, ça me pose beaucoup de questions, cette affaire. Ça me pose d'abord une question très, très politique. Visiblement, le président a annoncé ça, son ministre l'a découvert en même temps. Depuis 2 jours, on discute, on a rediscuté tous les deux avant. Bon, visiblement, c'était une découverte. Donc, on se dit, mais comment ça fonctionne à la tête de l'État? Ça, c'est une première question, inquiétude sur laquelle on sera d'accord, je crois, tous les deux. Oui, mais c'est simple. Bon, je vous la donne l'explication. Il y a les élections européennes, il faut trouver des bonnes idées. On est quand même dans une impasse. Une impasse du salon. Voilà. C'est une bonne idée. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'était une bonne idée pour renverser la table et foutre un peu le cirque partout. Ça, c'est clair, c'est réussi de ce point de vue-là. Après, est-ce que c'est une bonne idée sur le fond? J'en suis pas sûr, mais je suis pas non plus sûr que ce soit une bêtise. En tout cas, ce que je crois vraiment, c'est que c'est pas possible. D'accord. Alors là, je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il y a des systèmes aux États-Unis, donc c'est pas soviétique. Mais aux États-Unis, c'est sur le lait. C'est pas sur les céréales. Je vais m'expliquer. On est d'accord, hein. Le système poulet, là, enfin poulet au sens de poule, c'est sur le lait. Et d'autres me disent, mais on a eu ça en Europe avec les prix objectifs. C'est vieux. Les prix indicatifs plutôt. Oui, mais c'est vieux, mais bon, des vieilles choses peuvent retrouver de l'intérêt, le contexte changeant. Mais quand on avait ces prix dans l'ancienne PAC, n'oublions pas 2 choses. C'est que, 1, la puissance publique intervenait comme régulatrice sur les marchés. Quand les prix étaient plus bas que le prix indicatif, ou le prix, elle achetait pour faire remonter les cours. Et quand les prix montaient, elle vendait pour faire baisser les cours et arriver au prix. Tout ça, tout pendant que nous étions déficitaires globalement. À partir du moment où on est devenu excédentaire, ça a fait les montagnes de beurre, les carcasses, etc., etc. Ça, c'était le premier élément. Et le deuxième élément, à l'époque, on avait des barrières aux frontières. Il y avait des taxes sur les produits importés et on subventionnait les produits exportés. Voilà. Je prends un exemple tout simple. On a un prix plancher aujourd'hui sur les céréales. Vraisemblablement aujourd'hui, le marché serait en dessous du prix plancher. On exporte la moitié de nos céréales. C'est une question que je te pose. On exporte la moitié de nos céréales. Le prix plancher est au-dessous. Le prix plancher est au-dessus du prix du marché mondial. Sur les céréales, c'est le marché mondial. Qu'est-ce qu'on fait de notre moitié de céréales, de quantité produite, qu'on ne peut plus commercialiser? Donc, Aurélie, cette idée, elle n'est pas absurde, mais il faut revoir complètement le système. Aurélie. Bon, d'abord, nous, on ne propose pas du tout les prix d'intervention tels qu'ils existaient en Europe sur le lait, le sucre, les céréales, etc. Ce qu'on propose, c'est effectivement le système qui existe dans le lait et quelques autres productions aux États-Unis, au Canada ou même en Suisse et d'autres pays. C'est-à-dire que
il y a une conférence publique de filière avec les producteurs et les transformateurs qui se mettent d'accord sur un prix minimum en fonction des coûts de production et pour assurer une vie à peu près digne aux agriculteurs. Ça, c'est le prix de base. Et ensuite, le prix peut être plus élevé suivant la qualité, etc. Sous égide, quelque part, de l'État, puisqu'on propose que ce soit le médiateur des relations commerciales qui préside tout cela. Bon. Mais il y a une limite, il est vrai, c'est la question de la concurrence internationale. C'est-à-dire qu'il y aura certains moments où le prix international est tellement faible, c'est tellement effondré, qu'il faudra se protéger des importations qui arrivent à des prix moins chers. C'est pour ça que nous, on pense, et c'est là qu'on tire la pelote de laine, quoi. C'est pour ça que nous, on se dit à la France Insoumise, en fait, ça ne peut que s'accompagner d'une protection beaucoup plus grande de nos marchés, c'est-à-dire, déjà, pour nous, la fin des négociations des nouveaux accords de libre-échange, notamment celui avec le Mercosur. Je le dis, la France n'a toujours pas enlevé son mandat de négociation. Elle ne l'a pas enlevé encore. Voilà. D'appliquer beaucoup plus fortement et beaucoup plus la clause de sauvegarde qui existe dans les dispositions de l'OMC qui dit si un produit est importé qui met en danger notre sécurité alimentaire ou la santé des consommateurs, etc., on a le droit de le refuser. Ça a déjà été appliqué en France. Donc on n'est pas du tout dans le Frexit. Et puis troisièmement, comme le fait les États-Unis par exemple, avoir un plan qui permette par exemple d'ici 5 ans d'avoir, disons, 80% de la restauration collective qui soit locale, française. Il y a plein d'autres pays qui le font. Je voudrais juste finir sur une idée. Contrairement à ce qu'on pense souvent, ou en tout cas à ce que nous disent certains libéraux, en fait, en France et en Europe, on a dérégulé beaucoup plus que les autres pays du monde. Les autres grands pays producteurs agricoles, les États-Unis, le Brésil, la Russie, etc., ont un système de régulation de marché beaucoup plus important que nous. Et nous, on est plus libéraux que les plus libéraux. Voilà ce qui se passe en Europe et en France. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'agriculture qui est dans cette situation gravissime. Alors, Jean-Marie va répondre, il m'a promis d'être bref, j'y crois pas. Tu ne me crois pas, mais la question derrière, c'est à partir du moment où on met ce prix plancher rémunérateur, dans la mesure où on met des protections, clauses de sauvegarde, ça me paraît un peu de dire qu'on risque sur notre santé et mettre des clauses de sauvegarde générales partout, ça me paraît compliqué. Mais pour le coup, tu enlèves les aides PAC qui n'existaient pas à l'époque. Et moi, en réfléchissant, parce que j'essaie de ne pas être obtus, j'y arrive peut-être pas, mais et je me dis, mais après tout, une idée, elle n'est pas forcément totalement absurde, même si j'ai demandé si elle n'était pas de plafond dans le papier que j'ai écrit. Mais je me dis, mais si ces prix planchers, ils n'étaient pas généraux, ils peuvent être pour certaines productions, pas pour d'autres. Corrélativement au statut du marché, la station de marché. Mais on pourrait aussi imaginer, peut-être, des prix en contrepartie, ces prix planchers, en contrepartie d'évolution du système technique agricole correspondant. Et donc ces prix planchers, accompagnés d'engagement de l'agriculteur, donc ça ne s'adresserait pas à tous les agriculteurs, des espèces de contrats de transition écologique, en fait. Et de se dire, du coup, il n'y a peut-être plus d'aide PAC. Mais donc les prix montent, et à ce moment-là, on met, et c'est un peu ce que tu évoquais, les aides à l'américaine, on met ces fameux chèques alimentaires, enfin, tout ce qui avait été annoncé et qui ne s'est jamais mis en place pour des raisons que j'ignore, que tu connais peut-être, que j'ignore, et ça paraît très compliqué. Donc, c'est un peu long, mais ça veut dire, si je fais des cultures sous couvert, hop, j'ai droit au prix plancher, par exemple. Peut-être un peu plus que sous couvert. Voilà, mais un cahier des charges donné. Voilà, c'est une question. Je dis, est-ce que ce ne serait pas idiot de réfléchir comme ça? Dernière réponse, Aurélie, après on passe à d'autres sujets. Non, pour répondre sur la PAC, d'abord, les aides PAC ne font que diminuer depuis 20 ans, tu le sais très bien, tu le sais tout aussi bien que moi, et elles vont être amenées à encore diminuer, malheureusement. C'est pour ça que ça devient urgent d'avoir des prix bien davantage rémunérateurs. Par ailleurs, je pense que les aides de la politique agricole commune, si effectivement on a des prix rémunérateurs, devraient servir essentiellement à la transition agroécologique. Nous, à la France Insoumise, on est pour des contrats de transition agroécologique globaux par exploitation. Parce qu'il est faux de dire que les agriculteurs ne veulent pas de la bifurcation écologique. Simplement, on ne leur en donne pas les moyens. Voilà. Je vois ce qui se passe sur les... Voilà. Donc ça, c'est... Et alors, pour finir aussi, une autre condition pour moi qui est nécessaire, et on en a parlé à l'instant avec un grand responsable du monde agricole, c'est des aides de transformation des filières. Parce qu'il me dit, oui, mais... Qu'est-ce qui se passe si on veut continuer à exporter du broutard? Nos broutards, ils seront trop chers pour les exporter à l'Italie. Moi, je lui réponds, je lui dis, mais tu sais, quand on
revend des broutards à l'Italie, en réalité, on perd de l'argent, on vend à perte. C'est de la perte de richesse, de valeur ajoutée pour la France. En réalité, on a un problème de filière de viande bovine. Il faut qu'on monte en gamme, il faut qu'on transforme et qu'on abatte en France. Et ça, eh ben, il faut effectivement des aides, un budget beaucoup plus conséquent qui permettent aux filières, qui le souhaitent d'ailleurs, de se transformer pour être vraiment sur des créneaux de forte valeur ajoutée. Voilà, c'est simplement pour dire que les prix planchers, ça ne peut pas être une solution comme ça sortie du chapeau. Ça s'accompagne de tout un tas d'autres dispositifs qui permettent réellement de sortir l'agriculture de la crise dans laquelle elle est plongée. Donc sur la montée en gamme, tu deviens macronienne. Comment ça? Sur la montée en gamme, tu dis qu'il faut monter en gamme. Elle n'est pas macronienne dans le sens où le président Macron ne met pas du tout les moyens pour cela. Nous, on a fait des amendements dans le projet de loi de finances à plusieurs centaines de millions d'euros pour aider les filières à se restructurer sur la montée en gamme. Le 49.3 a balayé tout ça. Donc je veux dire, Aurélie. nous, nos propositions, elles n'ont pas été reprises. C'est-à-dire que derrière le blabla, nous, on propose de l'argent. Aurélie, je dis bravo, parce que Jean-Marie Serroni, convaincu par la France Insoumise, j'ai jamais vu ça. J'y crois pas du tout, bravo. Donc, alors, qu'est-ce que vous en pensez, Audrey, de ce débat, ou c'est pas un débat que vous posez aujourd'hui? Alors, j'ai pas suivi l'actualité législative sur ces questions-là parce que je suis agricultrice et que je suis aussi présidente d'une fédé, donc j'ai pas beaucoup de temps. Et que vous n'avez pas le temps à passer à écouter les politiques. Ce qui me parle effectivement, c'est qu'aujourd'hui, je suis effectivement agricultrice. Je produis de la nourriture que je vends à des gens pour qu'ils puissent manger. Et moi, je ne suis pas capable, avec mon activité agricole aujourd'hui, d'en faire autant. C'est-à-dire que je ne touche pas assez d'argent. Et ça, je trouve que c'est un paradoxe quand même. On produit à manger, mais nous, on ne peut pas s'acheter à manger. Et alors, on sait très bien chez les agriculteurs que s'il y a des métiers qui devraient être mieux payés que les autres, c'est la médecine, l'éducation et l'agriculture. Parce que alors, sans ça, on est foutu. Si demain les agriculteurs arrêtent de bosser, on va très très mal se porter. Donc effectivement, il faut accompagner les agriculteurs et je vous rejoins tout à fait sur l'idée que les agriculteurs sont prêts à transitionner mais qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ça, merci de le dire. Merci beaucoup. Et puis surtout, merci à vous.